l'administration du citoyen dans les meilleures conditions pratiques propices à l'accomplissement de la mission. Enfin, le maire de la Muqata'a de Tabrak-Zena, Taleb Mahjoub, a évoqué la nécessité de bâtir des sièges modernes pour les institutions constitutionnelles dans le pays, en particulier le Conseil constitutionnel qui en est l'épine dorsale. Il a ensuite indiqué que le peuple mauritanien attache de grands espoirs au programme électoral du président de la République dans un contexte marqué par la sérénité, la concorde et le respect de la séparation des pouvoirs. À noter que la superficie totale de l'immeuble qui a été achevé en 12 mois est de 24 000 m². Il comprend un bureau pour le président, des bureaux pour les 9 membres, les services du secrétariat général et des services auxiliaires ainsi qu'une salle pour les activités du conseil, une mosquée et un parking. Le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, s'est réjoui qu'au terme de la première année du mandat du président de la République, cette institution soit visible. Je vous propose d'écouter l'intégralité de son discours. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'autorité de l'opposition, Messieurs les ministres, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs, si je devais en quelques mots décrire ce que je ressens en ce moment, je dirais tout simplement que désormais, le Majlis Ad-Dastour, le Conseil constitutionnel est bien visible. Il est là, debout, majestueux, installé au cœur du quartier administratif de la capitale, entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, et à équidistance de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale. Il ne pouvait en effet y avoir meilleure place pour le Conseil. Monsieur le Président, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est avec vous que j'ai appris pour la première fois que je devais être appelé au Conseil constitutionnel, ce qui allait m'être confirmé officiellement quelques jours après. Si je rappelle cela, c'est parce que ce jour-là, vous m'avez dit, ou dans la foulée de nos discussions, vous avez dit que le Conseil constitutionnel doit quitter là où il est parce qu'il n'est pas décent qu'une institution aussi importante soit logée dans un quartier quelconque et en plus dans une maison privée louée. Quelques jours seulement après votre installation à la magistrature suprême, vous avez instruit pour que les travaux de construction du siège du Conseil constitutionnel démarrent sans délai et vous avez rajouté à votre interlocuteur que c'est l'une de vos priorités. 10 mois après, le bâtiment a surgi de terre, fini et meublé. Si dans ces 10 mois on tient compte de 5 mois, voire même 6 de crise sanitaire avec toutes ces contraintes, on réalise tout simplement la performance. Au nom du Conseil, merci Monsieur le Président. Merci au Premier ministre, à la ministre de l'Habitat et merci enfin aux entreprises qui ont réalisé les travaux et notamment leur coordonnateur, le président Zinabidine, qui n'a ménagé aucun effort et était debout chaque jour pour que l'on puisse parvenir aux résultats auxquels nous faisons face aujourd'hui en si peu de temps. J'espère tout simplement que les bonnes traditions de voisinage de notre pays seront respectées et que le mouton du ministre de l'Intérieur
ne sera pas plus petit que celui du ministre de la Justice. Mesdames, Messieurs, le Conseil constitutionnel qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine est une institution fondamentale dans notre dispositif constitutionnel. En plus d'être arbitre des élections présidentielles et juge du contentieux des élections législatives, il veille au respect de la Constitution. Il est juge de la loi, il l'était a priori et le demeure à travers l'examen des lois, des projets de loi qui lui sont soumises avant leur promulgation. Il est aussi désormais, et nous le savons, juge d'opportunité, juge a priori par le truchement de l'introduction de la question préjudicielle de constitutionnalité. Pour se rendre compte de l'importance et de la prépondérance du Conseil, il suffit d'observer, de lire ou d'écouter. Il n'y a pas un jour où quelqu'un, ou tout un chacun, n'interpelle pas la Constitution. Il n'y a pas un jour où tout un chacun ne dit pas ce que dit la Constitution, ou parfois ne fait pas dire à la Constitution ce qu'il a envie de dire, qu'elle dise. Tout cela est positif et sain et illustre tout simplement la qualité de notre débat démocratique. Et je pense que c'est une bonne chose que chaque citoyen s'approprie la Constitution. Parce qu'avant de devenir la Constitution de tous, elle est d'abord la Constitution de chacun des citoyens. Tout en le soulignant et en l'encourageant naturellement, je me dois quand même de rappeler que pour la cohérence de nos textes, l'uniformité de notre interprétation et l'universalité de nos règles, il existe une institution que justement cette constitution-là a prévue, qui est le Conseil constitutionnel, institution à laquelle la Constitution a donné l'autorité et la compétence pour dire au nom de la nation ce que dit la Constitution. Il est bon de s'en souvenir parce qu'il en va de la cohérence de nos textes. Un grand écrivain disait que finalement c'est à force de construire que l'on se construit soi-même. Nous aussi, ce sera à force de pratiquer notre Constitution, de respecter les règles que nous avons nous-mêmes édictées et acceptées, que notre démocratie se construira chaque jour davantage et l'état de droit triomphera. Ce que je puis vous assurer, Monsieur le Président, garant de la Constitution, et ça je le fais en mon nom, comme au nom de mes collègues ici présents, les membres du Conseil constitutionnel, que tout dossier qui rentrera dans cette maison, qui est désormais la maison de la Constitution, sera traité en toute indépendance, dans le respect strict des dispositions pertinentes de la loi fondamentale et en conformité avec le serment que nous avons prononcé devant Allah, devant vous et devant le peuple mauritanien. Nous prions, priez pour nous, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous aide et nous guide pour l'accomplissement dans la justice de cette noble mission qui nous est confiée. Shukran, Sayyid Rais. Assalamu alaikum.
Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a annoncé jeudi avoir fermé le siège du Parti unioniste démocratique et socialiste et la suspension de ses activités pour une durée de 90 jours pour violation des procédures régissant les activités de partis politiques. Le ministère précise que la décision est motivée par le recours de ce parti à la fraude dans le dessein de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Voici une traduction du communiqué du ministère de l'Intérieur. Les services spécialisés du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont constaté qu'un parti politique a procédé ces derniers jours à des changements au sein de ses instances dirigeantes et au déplacement de son siège d'une wilaya vers une autre, ce qui constitue une violation du cadre juridique régissant les activités de partis politiques. Il a fait usage de la fraude dans le but de parvenir à des objectifs de nature à influer directement sur la sécurité et l'ordre public. En raison de ces faits, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, conformément à ses prérogatives et en vertu d'un arrêté rendu public mercredi, a ordonné la fermeture du siège du Parti unioniste démocratique et socialiste et la suspension de ses activités pour une durée de 90 jours en application de l'article 24 de la loi numéro 91-024 en date du 25 juillet 1991, régissant les partis politiques et leurs activités. Le ministère réitère son attachement au respect et à la défense des droits individuels et collectifs. Il est pleinement conscient de sa responsabilité en matière d'ancrage de la légitimité juridique et du fait que cette responsabilité exige que des décisions appropriées soient prises au moment opportun lorsque le bon fonctionnement de la vie publique est menacé. Bientôt, l'ouverture des classes, c'est une ouverture exceptionnelle car elle consacre la reprise de l'année scolaire 2019-2020 et l'ouverture de l'année 2020-2021. C'est dans ce cadre qu'intervient la tenue par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme d'un atelier qui a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Abdullah Damama nous en dit plus. La reprise des cours pour l'année académique 2019-2020 et se projeter sur l'année scolaire suivante à la lumière de la pandémie du Covid-19, tels sont les objectifs de ces rencontres qui constituent par ailleurs une opportunité pour le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme et le département de la santé de préparer une reprise de l'année académique dans des conditions respectant les mesures sanitaires qui ont été édictées face au coronavirus. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani Ouleye, a affirmé que la Covid-19 a perturbé l'année scolaire, mais des mesures, indique-t-il, ont été prises, dont l'enseignement à distance, la mise en place de plateformes éducatives pour mitiger les dommages liés à l'abandon des salles de classe. Il a enfin appelé les membres de la famille scolaire à poursuivre le travail abattu et approfondir la réflexion. Au cours de cet atelier, les directeurs régionaux de l'éducation et directeurs d'établissements ont suivi des exposés sur l'état sanitaire actuel du pays, les mesures prises dans le cadre de la reprise, dont la désinfection des salles de classe, les mesures sanitaires à suivre, le nouveau calendrier des examens nationaux, entre autres. Le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Ahmed Oulsaghir, a souligné que la structure qu'il préside prépare une campagne nationale qui va débuter le 1er septembre de cette année, dont l'objectif est, indique-t-il, de préparer les parents d'élèves à conduire les élèves à l'école au moment opportun et sensibiliser les élèves à respecter les mesures barrières, dont le port du masque, le lavage des mains, entre autres. Cet atelier s'étale sur 2 jours. Le ministre de la Santé et son homologue de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ont effectué une visite au centre hospitalier de spécialité de SEPRA. L'occasion pour Dr Nadir Oulhamed et Khadija Mtbouka de s'enquérir de l'avancement des travaux dans cette structure. Yadeli Fall. Le centre hospitalier des spécialités de SEPRA a accueilli le ministre de la Santé et son homologue de l'Urbanisme dans le cadre des visites qu'effectuent les membres du gouvernement pour s'enquérir de l'avancement des travaux dans les structures qui touchent directement la vie des citoyens. Sur place, les ministres se sont rendus dans les différents chantiers de cette structure où ils ont entendu des explications sur les étapes qui ont déjà été franchies dans la construction de ce centre. Le chef du centre
a commenté cette visite et l'a placée dans son contexte. Donc nous avons eu l'honneur d'avoir la visite des deux ministres, le ministre de la Santé et le ministre de l'Habitat, pour voir un peu les réalisations qui sont en cours au niveau de notre hôpital, le centre hospitalier des spécialités. C'est une visite qui a été vraiment fructueuse parce que ça nous a permis de montrer les réalités que nous vivons, mais surtout les grands projets de construction qui sont là au niveau de la neurologie, de la psychiatrie, au niveau des blocs opératoires, au niveau des urgences et tous les projets que nous avons sur le service d'accueil. Donc on va acquérir bientôt un service de 40 lits au niveau de la neurologie et même chose au niveau de la psychiatrie. Et dès l'instant, on aura plus de 30 lits, de nouveaux lits qui répondent aux normes. Donc, par ailleurs, nous avons aussi obtenu l'accord du financement du service des accueils d'urgence, qui sera un très grand service d'accueil des urgences, sur lequel on pourra faire du neurovasculaire. Donc, au total, c'est vraiment une visite très fructueuse. Et également, nous avons aussi obtenu l'activation, la mise en place de notre centrale d'oxygène. Vous savez que c'est vraiment ce qui nous manque dans cet hôpital. Si on a des malades qui ont besoin d'oxygène, nous sommes obligés d'aller faire de la cour à d'autres hôpitaux. Le ministre de la Santé et la délégation qui l'accompagne ont visité les différents pavillons de cette structure. À la fin de la visite, le ministre de la Santé a donné des instructions pour le respect des normes et du délai. Je vous le disais dans les titres, le ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, a donné le coup d'envoi de la campagne agricole 2020-2021 à partir de la localité de l'Ouéj, dans la commune de Tekan, Muqata'a d'Orkis. En plus, il a aussi inauguré certains ouvrages agricoles. Abdoul Adamaba. C'est à partir de Tekan que le ministre du Développement rural, Dioul Zeyn, a procédé au lancement de la campagne agricole 2020-2021. Il a aussi, au cours de cette visite, donné le coup d'envoi des opérations du canal de l'Ouéj. Cette campagne vise à cultiver 250 000 hectares. Le lancement de cette campagne agricole s'est tenu en présence du Wali du Trarza, des représentants de la société civile au niveau de cette wilaya et des agriculteurs. Le ministre du Développement rural, Dioul Zeyn, a déclaré que parmi les 250 000 hectares qui seront cultivés durant cette campagne agricole, 180 000 hectares seront dédiés à la culture pluviale et les 70 000 restants sont réservés à la culture irriguée, se dit-il, pour une production attendue autour de 458 000 tonnes, dont 108 000 tonnes de céréales, 350 000 tonnes de riz brut et 203 000 tonnes de riz blanc. Dioul Zeyn a par ailleurs déclaré qu'il œuvre afin de créer des conditions appropriées et favorables pour le succès de la campagne agricole. Le maire de la commune de Tekan, Siré Mamadou Kane, a quant à lui apprécié la générosité du président de la République à l'égard des agriculteurs qui ont récemment subi les impacts des intempéries pluviales au niveau de la wilaya du Trarza. Le président de la Fédération nationale des agriculteurs, Dia Adama Oumar, a appelé à l'électrification des zones de production et à la création d'une banque agricole, en plus du développement de la production et des semences. Quant au porte-parole des agriculteurs d'Irkiz, il a remercié les autorités du pays pour leur réactivité. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid Ahmedoul Mohamed, a visité aujourd'hui des services de son département pour s'enquérir du déroulement du travail et diagnostiquer les problèmes et insuffisances pour leur apporter des solutions. Abdoulaye Damaba toujours. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmedoul Mohamed, s'est rendu dans les différentes directions relevant de ce département ministériel afin de s'enquérir du travail abattu par ces différents démembrements et demander aux responsables d'œuvrer en droite ligne pour la réalisation du programme électoral Mes priorités du président de la République. Ainsi, il a visité la direction de l'hydraulique et des barrages, la direction de l'assainissement, celle de la planification et de la programmation, entre autres. Ce déplacement a en outre permis aux responsables de ce département ministériel de demander de tout un chacun d'accélérer leurs actions et de travailler avec célérité pour qu'ils puissent nous permettre d'atteindre les objectifs du programme de son Excellence. Aussi, j'ai tenu à remercier les collègues et les inciter à travailler et de suivre les orientations de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Mohamed El Bilad, qui vise à accélérer l'action publique afin d'atteindre les objectifs demandés dans ce domaine qui est très sensible,
c'est l'eau. Donc l'eau est vitale pour la vie de la population. Nous espérons atteindre les objectifs rapidement et que la population mauritanienne sente une nette amélioration dans un délai moyen acceptable. Au cours de cette visite, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a tenu plusieurs réunions qui ont été des opportunités pour Sid Ahmed Ould Mohamed de rappeler l'importance de l'eau dans la vie des citoyens. Le Conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel. Face à la presse, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a commenté les résultats du Conseil. Compte rendu, Rabia Deida. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et communication, porte-parole du gouvernement, le Dr Sidi Ould Salem, a commenté les résultats du Conseil des ministres devant la presse. Il a ajouté que le premier Conseil des ministres du gouvernement de M. Mohamed Ould Bilal a été consacré aux orientations du président de la République pour optimiser l'action de l'exécutif. Aucun projet de loi n'a été adopté et aucune mesure individuelle n'a été prise, indique le ministre porte-parole du gouvernement, qui est cependant revenu sur 2 points. Selon le porte-parole du gouvernement, le président de la République a invité ses ministres à tout mettre en œuvre pour accélérer la mise en œuvre des programmes de développement du pays à travers l'application stricte des normes et procédures concernant les marchés publics pour consacrer ainsi les principes de bonne gouvernance, de transparence et d'une gestion efficiente de l'action gouvernementale. En plus, le porte-parole du gouvernement a indiqué que l'accent a été mis sur les actions à mener pour soulager la population durement touchée par les effets du coronavirus et que le président de la République a instruit son gouvernement pour la poursuite de la sensibilisation sur l'importance du maintien des mesures barrières pour limiter la propagation du Covid-19. Durant la session de questions-réponses, le ministre a souligné que son département a pris des mesures afin de permettre une réouverture de l'université, et cela depuis juillet. Les prévisions sont bonnes, dira-t-il. En outre, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a estimé que la hausse des prix de médicaments enregistrés récemment est causée par plusieurs facteurs, parmi lesquels les restrictions dues au Covid-19, il espère toutefois que la hausse signalée ne sera que ponctuelle. Interpellé sur l'action gouvernementale par rapport aux intempéries que connaît le pays ces derniers temps, le ministre a indiqué que les autorités ont pris les mesures nécessaires pour assister les sinistrés. Le groupe CMA-CGM, leader du transport maritime et de la logistique, a fait don aujourd'hui de 20 000 masques chirurgicaux de protection sanitaire à la Mauritanie en appui à ses efforts pour lutter contre la Covid-19. Ce don réceptionné par le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales, Dr Ampatsé Ba, entouré de responsables du département de la santé. Aminata Khan. Cette aide apportée par le groupe des transports maritimes français CMA-CGM vise à soutenir le gouvernement mauritanien dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 et à renforcer les efforts du gouvernement. Une aide composée de 20 000 masques qui vient contribuer au renforcement des efforts du gouvernement pour lutter contre le virus corona et permettre au comité en charge de la logistique émanant du comité ministériel chargé de suivre la propagation du virus dans notre pays de mener à bien sa mission. Le conseiller du Premier ministre a indiqué devant l'assistance que l'aide apportée par le groupe CMA permettra une réponse immédiate dans le domaine de la lutte contre le coronavirus. Le don que nous recevons aujourd'hui de CMA-CGMA peut être placé dans le chapitre d'aide à la résilience des populations, puisqu'il s'agit de 20 000 masques qui vont contribuer à limiter considérablement la transmission du virus. Même si sur le plan épidémiologique, et Dieu merci, la situation en Mauritanie est plus ou moins acceptable, cependant la vigilance doit être mise. Comme l'a si bien rappelé hier son Excellence le Président de la République pendant le Conseil des ministres, il a dit, je cite, « Nous devons impérativement continuer à nous auto-appliquer les mesures barrières ainsi que dans nos maisons et sur nos lieux de travail. » De son côté, le directeur général du groupe
a indiqué que le groupe veut contribuer à l'effort national engagé par le gouvernement pour prévenir la propagation de la pandémie de la Covid-19. Présent en Mauritanie depuis 2014 avec son agence maritime et depuis cette année avec sa filiale logistique SEVA, nous avons à cœur de contribuer activement à l'essor de l'économie mauritanienne. Nous participons avec humilité, pragmatisme et professionnalisme au développement économique du pays à travers nos services maritimes et logistiques qui relient la Mauritanie au reste du monde. La pandémie du Covid-19 est une crise sanitaire sans précédent qui nécessite la mobilisation de l'ensemble des acteurs. En vertu des liens forts qui nous lient, nous souhaitons être aux côtés de l'État et du peuple mauritanien dans la lutte contre ce virus. La cérémonie de remise du don s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de France dans notre pays, du conseiller technique du groupe et du député Ahmed Ould Hamadi ainsi que d'autres personnalités. Je vous laisse à présent suivre le point de presse du directeur général de la santé publique, Dr Sidi Ould Zahar, qui nous livre le dernier bilan de la situation épidémiologique. Chers citoyens, bienvenue au point de presse hebdomadaire sur la situation du Covid dans notre pays, caractérisé par la notification de 39 200 alertes au cours de la dernière semaine du jeudi 6 août au 12 août, la journée d'hier, mercredi 12 août. Donc on a enregistré 39 200 alertes, dont 412 liées à des signes similaires d'une infection au Covid. On a réalisé 2359 tests au cours de la semaine, dont 178 étaient positifs. Le nombre le plus élevé des tests a été enregistré en début de semaine le jeudi passé, 515 tests, et hier, le mercredi, 542 tests. Le nombre de cas positifs le plus élevé au cours de la semaine a été enregistré avant-hier. C'était 48 cas positifs sur 371 tests, alors qu'en milieu de la semaine, nous avons eu un nombre de tests, le nombre de tests le plus faible, 154 tests, avec 8 cas positifs. Pour ce qui est de la répartition des tests effectués et des cas entre les régions, on note toujours Nouakchott où on enregistre le plus important nombre de tests, en particulier à Nouakchott-Ouest et à Nouakchott-Sud, avec 455 tests à Nouakchott-Ouest cette semaine et 458 à Nouakchott-Sud, avec respectivement 54 cas positifs et 28. Alors qu'à Nouakchott-Nord, le nombre de tests pendant la semaine a été de 82 avec 17 cas positifs. On a enregistré également 30 cas positifs en Nishiri et 7 cas au Hod al-Gharbi, 12 au Guidimaga, 10 en Nasaba, et 9 cas au Tagan et 2 cas au Trarza. Pour ce qui est du nombre de guérisons, il a été au cours de la semaine dernière de 450 guérisons. On en a enregistré tous les jours, mais le nombre le plus important a été, c'était le vendredi, le samedi et le mardi passé, où respectivement on a enregistré 84 guérisons le premier et le second jour et 81 guérisons au cours de la journée du mardi passé. Quant aux admissions dans les structures hospitalières, elles étaient au nombre de 10 au cours de la semaine dernière, alors qu'on a sorti 12 malades qui étaient hospitalisés, donc qui sont guéris. Et le nombre de nouvelles hospitalisations a été le plus important au cours de la journée du lundi passé, en début de semaine. On a enregistré 6 nouvelles admissions dans les hôpitaux. Quant à la tendance globale de l'épidémie, elle reste sur la même tendance, avec une diminution continue du nombre de cas. En fait, légère élévation du nombre de cas cette semaine par rapport à la semaine dernière, mais toujours en gardant la tendance descendante.
171 cas la semaine dernière et 178 cette semaine. Au moment où les guérisons aussi commencent à baisser proportionnellement avec les cas. On a eu 515 guérisons la semaine dernière et 450 cette semaine. Par rapport au décès, alhamdoulilah, cette semaine était la première semaine depuis le début de cette flambée épidémique. C'est la première semaine où on n'a pas enregistré de décès. Le taux de positivité des tests reste variable d'une semaine à l'autre. Il était de 8% la semaine dernière et cette semaine, il est monté à 10%. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées la veille au niveau de certaines localités du pays. Le wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed Oulessel, en compagnie des autorités administratives et sécuritaires, s'est rendu dans la délégation régionale du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Sur place, le wali s'est informé sur l'importance de cette structure et a entendu les explications sur son fonctionnement et son organisation. À la fin de la visite, le wali de Nouakchott Sud a tenu une réunion avec les responsables de la délégation.
La section mauritanienne de l'Union internationale de la presse francophone, UPF, a organisé ce matin à Nouakchott un atelier de sensibilisation sous le thème « Médias et diversité linguistique ». Cet atelier a pour objet de débattre des problèmes posés au niveau des rédactions en ce qui concerne l'usage des langues comme moyen de communication et de travail. Melika Narli. C'est sous le thème « Médias et diversité linguistique » que la section mauritanienne de l'Union de la presse francophone a organisé cet atelier de sensibilisation. Cette rencontre a pour objectif de débattre des problèmes posés au niveau des rédactions en ce qui concerne l'usage des langues comme moyen de communication et de travail. À cette occasion, et au nom du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Conseil du ministre chargé de la communication, M. Mohamed Ould-Khayar, a indiqué que cette activité intervient à un moment particulier caractérisé par l'ouverture politique et la consolidation des libertés. En outre, il s'est félicité du travail qu'entreprend la section mauritanienne de l'Union de la presse francophone, notamment dans le domaine de la professionnalisation de la presse à travers les sessions et ateliers de formation. Le conseiller du ministre chargé de la communication, M. Mohamed Ould-Khayar, a souhaité plein succès aux participants de cet atelier. De son côté, la présidente de la section mauritanienne de l'UPF a mis l'accent sur l'objectif de cet atelier. C'est un grand plaisir que la section mauritanienne de l'Union de la presse francophone de se réunir avec vous aujourd'hui pour débattre une nouvelle fois d'une problématique liée à l'exercice du métier de journaliste, mais aussi d'ordre national et international, mais surtout après un long arrêt de toute activité consécutive au confinement dû à la pandémie du Covid-19. L'UPF Mauritanie a pour principal objectif d'entreprendre toutes les actions à la défense des principes de la liberté d'expression, les intérêts et les droits des journalistes et veiller à la promotion de la langue française et aussi de toutes les langues de travail dans le milieu de la presse. Au cours de l'atelier ont été présentés des exposés présentés par des formateurs et la prise de parole d'invités et de participants quant à la promotion de la presse francophone, l'intérêt de la problématique de l'atelier, d'autant qu'il se déroule dans un paysage médiatique multilingue. Après quoi ont été dispensées des attestations, dont certaines à titre posthume, à de fines plumes qui ont laissé leurs empreintes dans les médias. La commune de Dar Naïm de la wilaya de Nouakchott Nord a distribué des montants au profit de familles nécessiteuses. L'objectif de cette opération est de soutenir les familles qui ont souffert des conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. La commune de Dar Naïm a effectué une opération de distribution de subventions en guide d'aide sociale au profit d'un groupe de nécessiteux et de personnes en situation de handicap et quelques ONG et coopératives dans le but d'atténuer les effets de la Covid-19. Le maire de la commune de Dar Naïm, M. Mamaoul Qataboul Mama, a saisi l'occasion pour mettre en exergue que sa commune ne ménagera aucun effort pour atténuer les effets de la Covid-19 sur les franges les plus démunies. Des enveloppes financières ont été distribuées à 221 personnes. Au total, c'est 4 420 000 ouguiyas ont été distribués. Les ONG et coopératives ont bénéficié, a-t-il ajouté, d'1 230 000 ouguiyas. En marge de l'opération de distribution, les bénéficiaires se sont succédés pour remercier les autorités pour cette aide précieuse qui leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie en cette période où la pandémie fait rage dans le monde. Il faut rappeler que ce genre d'opération entreprise par la commune de Dar Naïm n'est pas la première. En effet, la commune ne cesse de redoubler d'efforts pour accompagner ses habitants en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19. Direction à présent la capitale économique Nouadhibou, où le Wallis de Dakhlet Nouadhibou a tenu une réunion avec une délégation de Taazur chargée d'identifier les priorités des citoyens les plus nécessiteux dans la wilaya. Plus de précisions avec Melika Narli. Dans la salle de conférence de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, une réunion a été tenue sur le rôle de la Commission générale de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion et sur ses programmes futurs. Cette réunion a eu lieu en présence des autorités administratives et des élus chargés de diagnostiquer les priorités de la population au niveau de la wilaya.
Le wali de Dakhlet Nouadhibou a indiqué que le but de cette réunion est de discuter avec la mission des moyens d'intervention à opérer au niveau de la wilaya, surtout par rapport à Ta'azour, à laquelle les citoyens attachent beaucoup d'espoir. Elle représente un pilier essentiel du programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, qui est de mettre le citoyen dans les meilleures conditions possibles, et ce dans tous les domaines. À son tour, le coordinateur général de Ta'azour au niveau des wilayas de Dakhlet Nouadhibou, Linchiri et Trarza, a abordé les mécanismes de travail et les composants du programme en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population et des villages, y compris la wilaya. Les maires de Dakhlet Nouadhibou ont mis en valeur les objectifs principaux du programme du président de la République visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens et plus particulièrement des franges vulnérables de la population, particulièrement dans les domaines de l'éducation, la santé et l'économie. Le président de la République a été remercié au nom de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou pour la création de Ta'azour, qui vise de nobles objectifs de développement et qui répond aux demandes des citoyens. Par ailleurs, le programme de cette commission, dans le cadre du développement général, a été mis en valeur. Il a été demandé aux autorités concernées d'accélérer la procédure. Cette initiative démontre la sincérité du programme des engagements du président de la République. Ainsi, la mission du comité comprend la collection des informations et la sensibilisation des programmes de Sheila, Baraka, Dari, Amel et Takafoul visant les citoyens les plus pauvres. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République inaugure ce matin à Nouakchott le nouveau siège du Conseil constitutionnel. Lancement d'un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme sur la reprise de l'année scolaire 2019-2020 et à l'ouverture de l'année 2020-2021. Au sud du pays, le ministre du développement rural donne le coup d'envoi de la campagne agricole 2020-2021. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Forfait où vous trouverez tous vos besoins pour appeler vos amis et vos proches tout en restant connectés, envoyer des SMS ou appeler à l'étranger, c'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Gratikelchi de Moritel. Gratikelchi, il y a Kelchi dedans. Appel en national et à l'international, internet et SMS, tout cela en même temps et dans le même forfait. À chaque utilisation, votre forfait est actualisé pour que vous continuiez à profiter de tous les avantages. Activez Gratikelchi en composant étoile 1, 2, 3, étoile, un code de recharge de 10 à 100 Guilla, étoile 9 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحالة الجوية المتوقعة لنهار الغد بحول الله تعالى تتميز بمرور الجبهة المدارية شمال نواذيبو مرورا بإنشيري وحتى شمال تيرس الزمور. هذه الوضعية ستؤدي إلى تكون سحب ركامية على المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية وحتى الجنوبية الغربية من البلاد، بينما سيبقى الطقس حار وجاف على المناطق الشمالية مع زيادة في سرعة الرياح وتأثر الرؤية الأفقية بالغبار والأتربة. أما درجات الحرارة ستكون منخفضة نسبيا على المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية وحتى الجنوبية الغربية، بينما ستبقى مرتفعة نسبيا على المناطق الشمالية تصل إلى أوائل الأربعينيات. سحب ركامية متوقعة على المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية خاصة الحوضين العصابة تقانت قديمة قورقل ترارزة بما فيها مدينة نواكشوط.
أما عن حالة البحر فيبقى قليل الاضطراب في الواجهة الساحلية مع اتجاه الموج جنوبي غربي، ارتفاعه سيتراوح من 1.25 إلى 2.5 متر. وللتوضيح أكثر نترككم مع درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة لنهار الغد بحول الله تعالى. شكرا على المتابعة، وإلى نشرة قادمة بحول الله تعالى من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. نبغي توفى ليلى قفل تذكرونا تنبارما ونعد الحوفى ليلى شاره هديانا تنبارما برما زينا ليلي وانا يلا لي سلام. انه ما عاد تشباش والله. شقفتوا والله يا اختي يا انا ما تريتهم